Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre podcast consacré aux législatives du 15 mai prochain, aux urnes citoyens. Aujourd'hui, nous recevons l'une des figures clés de la scène politique libanaise, mais aussi l'un des personnages les plus controversés, l'ancien ministre de l'Énergie et des Affaires étrangères, le chef du courant patriotique libre. Bonjour Gebran Bassil. Bonjour. Merci avant tout d'avoir accepté notre entretien et de nous accueillir ici, chez vous. Merci à vous, Anthony. Vous êtes le bienvenu. Il y a une phrase que vous répétez très souvent, à chaque fois qu'on vous interroge sur votre bilan politique, quand on vous rappelle que vous aviez promis en 2010 que le Liban aurait de l'électricité 24 heures sur 24, vous dites « ils ne nous ont pas laissé faire ». Mahallouna. On va imaginer une hypothèse tous les deux dans laquelle demain, on vous laisserait faire. Demain, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez prendre qu'une seule décision, une seule réforme. Ce serait laquelle? Une seule? Une seule. La réforme prioritaire. Non, je ne peux pas dire, franchement, parce que là... Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Ça dépend. Chaque partie de notre peuple a une préférence. Mais la vôtre, c'est laquelle? Les uns veulent l'électricité, d'autres veulent reprendre leur argent des banques. Alors maintenant, la priorité pour tout le monde, c'est l'argent qui est emprisonné dans les banques. Je pense que c'est la priorité principale. Ensuite, d'autres veulent l'électricité. Il y a des gens qui veulent la sécurité sociale, la santé, l'éducation. On a besoin de tout dans ce pays. Et on est, nous, les Libanais, responsables de ne pas pouvoir fournir ces services essentiels aux Libanais à cause de nos disputes politiques. On va parler des élections législatives maintenant, puisque c'est l'objet de notre podcast, et notamment de vos alliances électorales. Il y a un homme, Gebran Bassil, que vous critiquez depuis des années, qui représente pour vous ce qu'il y a de pire au Liban, que vous ne comptez pas élire à nouveau chef du Parlement, que vous avez même eu des mots parfois insultants à son égard. Vous considérez même que c'est lui qui a bloqué, c'est lui essentiellement qui a bloqué votre réforme de l'électricité. Et pourtant, cet homme, Nabih Berri, vous allez vous allier avec lui pour les législatives. Comment vous expliquez ce choix? Comment vous l'expliquez à votre base électorale? Tout d'abord, je garde toujours les mêmes critiques envers lui. Et là, je les répète comme avant. Je ne change pas de position politique tant que lui il ne change pas de pratique politique qui n'a jamais été au service des réformes dans ce pays. Là, l'alliance, c'est une alliance tout d'abord électorale avec le Hezbollah. Ça n'a pas été entretenu avec lui directement, ni quelqu'un de notre part du courant patriotique libre, ni quelqu'un du mouvement Amal de son côté. Et ça, c'est une alliance, j'ai bien décrit que c'est une promenade qu'on fait dans un train où, à un moment donné, le train va s'arrêter et le gagnant va partir chacun de son côté vers son bloc parlementaire où on a nos divergences, voire nos différences à 100% contradictoires politiques. Et là, c'est une nécessité sous cette loi d'avoir des alliances dans les listes pour pouvoir avoir ce qu'on appelle la capacité de voix pour obtenir les seuils électoraux. Pour obtenir le seuil électoral. Et là nos électeurs vont voter pour nous et les électeurs de Amal vont voter pour Amal. Alors, on ne fait pas d'échange de voix même, mais c'est une nécessité électorale pour pouvoir récupérer des sièges qui sont, à notre avis, qui sont acquis à nous par la suite de notre représentativité populaire légitime. Alors, pourquoi les laisser aux autres quand on a bien combattu pour avoir cette loi électorale qui est représentative? Je comprends ce que vous êtes en train de dire, que politiquement, ce n'est pas une alliance, mais en même temps, quelque part, vous allez les aider et quelque part, ils vont vous aider. Donc, vous allez aider à faire entrer au Parlement, qui est le cœur de la vie politique libanaise, des gens dont vous dites vous-même qu'ils ont été le principal frein à vos réformes. Comment vous l'expliquez? Franchement, on ne considère pas qu'on est en train de les aider. Parce que eux, leurs sièges chiites sont aussi acquis à eux. Sauf il y a un seul siège qui n'est pas à Amal, qui est à Hezbollah, qui est à Jbel. C'est la seule exception. Et là, je vous le dis tout franchement, on leur fournit aucune aide électorale dans ce sens et aucune aide politique. Et le plus important, c'est
qu'on garde, durant les élections même, avant et après, la même position politique envers ce mouvement politique. Mais ce que je ne comprends pas, Gebran Bassil, c'est on va se retrouver dans 4 ans, vous êtes élus, ils sont élus, et vous allez venir devant moi et me dire « Mahallouna ». Comment on sort de cette logique si au bout d'un moment, on ne les combat pas électoralement? Vous avez raison, c'est que électoralement, ils ont leur représentation. Et il faut l'admettre. C'est ça où le problème, c'est dans notre régime, dans notre système politique. C'est là où il faut faire le grand changement. Mais rien dans le système politique vous interdit... Mais laissez-moi continuer la réponse. C'est là où on a besoin du changement. Parce que les gens de Amal vont élire Amal, et les gens de Hezbollah vont élire Hezbollah, et les gens des FL vont élire les FL, de Jumblat de même, et on va tous se retrouver ensemble dans un seul Parlement, et pire, dans un seul pouvoir exécutif qui est le gouvernement. Et c'est là où on doit faire face, sur une même table, à des adversaires politiques, où on n'a pas le même programme politique, on n'a pas la même vision, on n'a pas le même concept de réforme, et on fait la bataille à l'intérieur des institutions constitutionnelles. Alors, ce qui est responsable, c'est 2 choses. C'est le peuple libanais qui est en train de choisir. On ne peut rien faire pour changer la vie des chiites, ou des sunnites, ou des druzes, ou des maronites. D'un côté. De l'autre côté, c'est le système politique qu'il faut changer, à passer vers l'état civil et vers la décentralisation élargie. C'est là où on a, nous, notre programme qui est bien détaillé, qui est écrit, qui a été adopté par notre conseil au sein du Tailleur et qu'on propose comme un programme de salut réel pour la transition et le changement politique. D'un autre côté, il faut aussi passer à un changement du modèle économique et financier qu'on a. Et là, c'est le même travail qui doit être fait. J'entends ce que vous me dites, mais j'ai 2 remarques. La première, c'est que rien ne vous interdit aujourd'hui dans le système politique de présenter des candidats, même des candidats chiites, contre le tandem. Rien ne vous interdit non plus de former un gouvernement à condition que toutes les communautés soient représentées, sans certaines formations politiques. Et quelque part, le fait de se dire chacun va être le chef de sa zone, ça renforce la logique que vous-même vous êtes en train de dénoncer. D'accord. Excusez-moi, mais vous vous trompez dans les 2 points. Expliquez-moi. Personne ne nous interdit de présenter des candidats, mais qu'il ne faut pas réussir. On l'a déjà fait en 2018. On a présenté des candidats dans des districts qui sont en majorité chiites, et on n'a pas pu même arriver à un seuil qui est acceptable au niveau de la représentation. Là, on continue à le faire, je l'ai dit même hier, mais sans succès. Alors, il vaut mieux dans les élections choisir des batailles, parce que les élections ont un but de gagner. Mais pour faire quoi après? Pour arriver au pouvoir et pouvoir changer, et travailler à changer. Mais s'ils ne vous laissent pas faire? Si vous continuez à m'interrompre, Excusez-moi. Je ne pourrai jamais vous répondre parce que vous avez soulevé 2 points. Le premier, c'est la formation des listes dont on a des chiites, on l'a déjà fait, et on essaie toujours de le faire, mais il faut, comme j'ai dit, il faut arriver à un seuil de succès minimal qui nous permet d'obtenir au moins un siège dans une liste, chose qu'on n'a pas pu faire la fois passée. Là, le second point, que nous, on n'a pas le droit, suivant notre constitution, de former un gouvernement en isolant, en excluant un constituant majeur dans le pays, soit chiite, musulman ou chrétien. On n'a pas le droit de faire ça suivant la Constitution, qui stipule très bien que le gouvernement doit être formé à représenter tous les constituants religieux de ce pays. Mais ça ne veut pas dire toutes les formations politiques, c'est autre chose. Mais quand tu as le duo chiite qui représente plus que 95% des chiites et qui s'applique de même, voyez qu'est-ce qui s'est passé au pays quand les chrétiens étaient écartés du pouvoir depuis 1990 jusqu'à 2005. C'était ça. C'était un manque d'équilibre national qui nous a causé tous ces drames politiques, tous ces drames économiques et financiers qu'on subit maintenant, à cause des politiques qui ont été adoptées les années 90 en écartant les chrétiens. Et on ne peut pas faire de même pour les musulmans.
C'est un pays où la coexistence est essentielle, c'est la raison d'être de ce pays. On ne peut pas la négliger. Le problème, c'est qu'on se cache derrière nos religions pour faire de la corruption. C'est ça le problème. Et là, c'est là où il faut changer le système. Mais comment, dans cette logique alors, si chacun finalement a une assise sur sa communauté, on construit l'État laïque que vous revendiquez? C'est pour ça qu'il faut changer le régime. Comment? En adoptant un changement graduel de la Constitution. Pourquoi? Pour être franc, parce que maintenant, hier, Seigneur l'a même dit, c'est très faux. Il a dit, on ne peut pas changer la Constitution. D'accord? Nous, on ne demande pas une révolte contre la Constitution. On demande à fixer les problèmes de cette Constitution à un changement graduel. Ou par exemple, je vous donne l'exemple du gouvernement. On ne peut pas rester 25 ans à voir un pays qui n'arrive pas à former un gouvernement dans des délais acceptables et refuser de changer la Constitution qui n'arrache rien de prérogative ni aux musulmans ni aux chrétiens. Si on met un délai pour la formation d'un gouvernement au Premier ministre sunnite, ou bien si on met un délai au président maronite pour faire les consultations. Ça ne change pas, ça juste arrange les délais et ça rend la vie politique plus facile. Je n'arrive pas à comprendre, si vous me le permettez. Vous mettez le doigt sur le problème, vous êtes en train de dire « notre système tel qu'il fonctionne ne marche plus, il nous entraîne droit dans le mur », et en même temps, vous continuez de jouer dans ce système. Non, je dis il faut changer la Constitution. Oui, mais pour changer la Constitution, vous avez besoin de la majorité. D'accord, on l'a pas. Et cette majorité, c'est pas avec les personnes qui ne vous ont pas laissé travailler que vous allez l'obtenir. D'accord, il faut là blâmer pas les gens qui demandent le changement et qui travaillent là-dessus. Nous, on a présenté des lois, on a présenté des amendements de la Constitution. Alors, on ne parle pas comme ça, juste pour parler ou pour donner des positions. Il faut blâmer les gens qui refusent et entravent ce processus de changement, qui est concret. Là, nous, on a présenté des projets écrits, des projets de loi au Parlement, et on n'a pas la majorité. On ne l'a jamais eu, on ne va jamais l'avoir. Le problème, c'est là, c'est qu'aucun constituant, qu'aucun parti politique, et même maintenant avec les gens qui sont bien, qui demandent le changement, une partie de la société civile qui est bien, ils vont essayer, ils ont essayé avant de rentrer dans le système, dans le Parlement. Comment on peut refuser l'autre s'il est élu par les autres? On ne peut pas le refuser et dire on ne veut pas être ensemble dans le même Parlement ou sur la même table d'un conseil exécutif. On doit faire et vivre avec, mais on ne doit pas accepter de se soumettre à ce système. On doit toujours espérer à le changer. Et on doit combattre les autres pour pouvoir le changer. Et c'est là où on a nos problèmes avec presque tout le monde. Et on n'est pas obligé de s'allier avec eux électoralement. On est obligé, pour faire un bloc parlementaire, aucun parti politique ne peut, même la société civile maintenant, ne peut former des listes et avoir des sièges si elle ne s'allie pas à quelqu'un. Et alors là, si on reste utopique dans la politique sans pouvoir réaliser quelque chose aux gens qui vous ont choisi pour faire quelque chose de bien, on ne peut pas rester seulement dans le théorique. Il faut passer aux pratiques quand on est au pouvoir. Mais cette alliance, finalement, pour vous, peut-être qu'elle vous permettra de sécuriser 4-5 sièges maximum. C'est pas elle qui va faire votre bloc. Même moi, peut-être. Peut-être moins. Et est-ce que ces 2-3 sièges méritent ce compromis énorme sur des principes? Non. C'est faux. On ne fait pas un compromis sur les principes. Quand je vous dis, et je le répète maintenant, qu'on garde les mêmes positions politiques et les mêmes critiques, et on ne sait pas même avoir un entretien politique direct. Avec Amal. Avec Amal, et bien avec d'autres aussi. Alors ça, c'est, comme j'ai dit, c'est un mouchoir, une promenade, disons, politique, électorale qui s'arrête là. Et bon, il faut là poser la question à tout le monde. C'est notre système, et politique et électoral, qui nous oblige à se mettre ensemble, dans les mêmes listes, sur les mêmes tables, dans les mêmes chambres. Et on est obligé d'œuvrer ensemble, de travailler ensemble, même si on est pris et considéré comme des adversaires ou bien des ennemis politiques. On vit ensemble dans ce pays.
Ça, c'est la réalité où n'importe qui doit faire face à une réalité qui est très complexe. Soit on peut rester idéaliste et ne rien concrétiser dans la vie politique, oui, ou bien il faut trouver un moyen de préserver ces principes qu'on fait nous, mais à être pratique. Il faut chercher une majorité quelconque pour faire passer un projet de loi au Parlement ou bien pour faire passer un projet au gouvernement. Donc, si on veut changer les choses, il faudra changer ensemble. C'est ça ce que vous êtes en train de nous dire. Oui, parce qu'on a besoin des 2/3 du Parlement. Qui peut obtenir les 2/3 du Parlement? C'est la Constitution qui y oblige à avoir ce palier parlementaire pour faire un amendement de la Constitution ou pour faire passer une loi quelconque. On va parler maintenant de votre allié. Celui-là, vous assumez que c'est votre allié peut-être même stratégique, le Hezbollah. Vous avez été très critique ces derniers mois contre le Hezbollah sur beaucoup de sujets. Vous lui avez reproché des interventions sur la scène régionale, notamment en Irak, notamment au Yémen. Vous lui avez reproché d'avoir paralysé le gouvernement. Vous lui avez reproché son comportement dans l'affaire de la double explosion du port vis-à-vis de Taher et Bitar. Donc, on comprend ce que vous reprochez au Hezbollah, on comprend vos divergences. Moi, j'aimerais vous interroger aujourd'hui sur vos convergences. Sur quel sujet vous êtes d'accord aujourd'hui avec le Hezbollah? D'accord. Le Hezbollah, aussi pour être précis, c'est un parti politique libanais qui représente une bonne partie de la population libanaise avec qui on a une entente politique quelconque, pas une alliance. Parce que l'alliance, pour nous, ça veut dire qu'on a beaucoup de convergences à tous les niveaux, internes et externes. Là, on est d'accord avec le Hezbollah sur 2 points majeurs. Mais ce n'est pas votre allié? Non. On n'a jamais dit que ça a été. C'est quelqu'un avec qui on a bien précisé, on a fait un memorandum d'understanding, Muzakkarit Tafehum. Et ce n'est pas une alliance politique, parce qu'on a nos divergences qui ne sont pas mineures. Quand on parle qu'ils ont la priorité des armes et de la résistance, et nous, on a la priorité de l'État libanais. C'est immense. C'est immense. Et donc, quelles sont vos convergences? Et c'est là où on a nos problèmes. Nos convergences sont, Israël. Israël, ce n'est pas une vraie convergence. Vous avez dit, vous, oui, bien sûr, c'est une Israël n'est pas une cause idéologique pour nous. Pour eux, c'est une cause idéologique. D'accord. Mais là, avant d'arriver aux conditions où on peut, nous, accepter la paix, on est sur une convergence qui est assez suffisante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, pardon, quel est exactement votre point de convergence? Notre politique comme courant patriotique libre, c'est celle de l'État libanais. L'État libanais, quand il est rentré dans des pourparlers de paix, et il a mis des conditions pour pouvoir signer un accord de paix avec Israël, ça veut dire qu'il n'a pas, l'État libanais, un problème idéologique au cas où les conditions de la paix sont là. Le Hezbollah refuse de parler, par exemple, de frontières, refuse de parler d'un État israélien. Par contre, tout le monde, entre autres les pays arabes, ils traitent avec Israël comme étant un État. Pour nous, Israël, c'est un État ennemi, parce qu'il occupe une partie du territoire libanais, parce qu'il a toujours, par la force, il garde les Palestiniens ici, et parce qu'il nous agresse d'une façon continue, par tous les moyens. Et il cherche à nous arracher nos biens et nos ressources à tous les niveaux. Là, pour nous, quand ces conditions sont conclues, alors on n'a pas de problème à faire la paix avec l'État israélien, suivant l'initiative arabe qui a été adoptée au Liban par un président libanais qui est connu comme étant un vrai résistant, qui est le président Émile Lahoud, et par un gouvernement libanais, et qui a été répété à chaque fois dans une déclaration ministérielle où le Hezbollah est présent dans un gouvernement. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la présence du Hezbollah, de ces 100 000 hommes, de ces centaines de milliers de missiles, de ces discours parfois agressifs, souvent même agressifs vis-à-vis d'Israël, est-ce que ça facilite l'arrivée vers une paix? Ça dépend. Parfois, il faut chercher la guerre pour arriver à la paix.
franchement. Parce qu'avec un État qui utilise la force comme l'État israélien, on ne peut jamais arriver à la paix si on ne crée pas un équilibre de force. Et cette théorie d'avoir un Liban faible et de dire que la force du Liban, c'est dans sa faiblesse, c'est une théorie qui a prouvé comme étant inutile au moins. Alors, la force est un besoin pour le Liban pour créer cet équilibre et pour pouvoir faire la paix. Et c'est là où je suis d'accord avec cette logique de Hezbollah, qu'il faut avoir un pays fort qui peut imposer ses conditions pour arriver à la paix, un. Et deux, il y a la question du terrorisme, de Daesh et de tout organisme terroriste qui veulent occuper le Liban sur son territoire et occuper la mentalité de certains Libanais. Aujourd'hui, vous considérez que le Hezbollah protège encore le Liban d'une menace israélienne? Oui, bien sûr. D'accord. L'un des piliers du raonisme, ce qui a fait votre succès dans les années 80, c'était la défense de l'État et de ses institutions contre les milices. Oui. Et aujourd'hui, vous avez une entente politique avec la principale milice, celle qui dispute à l'État son monopole de la violence légitime. Est-ce que ce n'est pas une négation, quelque part, d'un fondement du raonisme? C'est pour ça, parce qu'on admet qu'il y a une situation qui n'est pas normale, qui est exceptionnelle. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution via ce qu'on considère la stratégie de défense adoptée par l'État libanais, où le Hezbollah fait partie de l'État libanais, il n'est pas exclu de l'État libanais. Et c'est nous qui a inventé cette stratégie pour pouvoir accorder ce concept de protection du Liban avec la monopolie de la force par l'État libanais. Et bien sûr que nous, on considère que les armes de Hezbollah peuvent, dans un sens, servir à la force et à la protection du Liban, mais dans un autre sens, s'ils sont mal utilisés, ils peuvent nuire à l'intérêt du Liban. Aujourd'hui, le Hezbollah, cette stratégie de défense, vous me dites si je me trompe, il n'en veut pas. Comment on peut le convaincre? J'ai pas dit qu'il n'en veut pas. J'ai dit que les Libanais doivent arriver à une entente sur cette stratégie. Lui, il serait prêt? Il doit être prêt. Lui, il ne peut pas. Nous, tous les Libanais, et même nous, le courant patriotique libre, la base de notre entente en 2006, c'était ça. Il ne peut pas la refuser. Ça va être contre la volonté de tous les Libanais et nous, on n'accepte pas. Mais c'est là où on a, nous, les Libanais, intérêt à imposer, disons, par notre majorité, où tous les Libanais veulent ça, à imposer une stratégie de défense où le Hezbollah est d'accord et il s'adapte à cette stratégie. Mais il ne faut pas rentrer dans des complots et internes et externes pour viser le Hezbollah et pour l'attaquer ou bien pour l'isoler. Et c'est ce qui arrive de temps à l'autre. C'est ce qui est arrivé en 2006 et qui a causé cette entente entre nous et le Hezbollah. Et c'est ce qui arrive à nous-mêmes. Maintenant, ils cherchent à nous isoler depuis 2019, depuis le 17 octobre. Ils cherchent à nous isoler à cause d'un côté de nos positions politiques vis-à-vis la corruption et vis-à-vis des sujets externes comme l'accord du siècle ou bien comme la question des déplacés syriens, et d'un autre côté à cause de notre position avec le Hezbollah. Qui cherche à vous isoler? Pas mal de partis ici au Liban, ouais. Beaucoup, entre autres des gens comme Amal et les Shtiraki et le PSP et les FL, et pas mal des pays parmi la communauté internationale. Lesquels? À commencer par l'Amérique. Pourquoi? À cause de notre position, de nos positions des positions qui ne plaisent pas aux États-Unis. Vous pensez que moi, comme étant ministre des Affaires étrangères, gère toutes les positions que j'ai déclarées dans des conférences internationales qui sont opposées à celles des États-Unis, ne m'a pas causé des problèmes, pas mal de problèmes et des sanctions plus tard. Soit quand on parle des réfugiés palestiniens, quand on parle des déplacés syriens, quand on parle du deal du siècle, de l'accord du siècle, quand on parle de la question du terrorisme et de Daesh, quand on parle de la question d'Israël, des agressions israéliennes
contre le Liban. Bien sûr que c'est bien connu que ce sont des positions qui ne plaisent pas. Donc aujourd'hui, vous êtes victime d'un complot international et interne. Bien sûr. C'est pour ça qu'ils cherchent à nous encercler. Et c'est une des raisons pourquoi on a été obligé de chercher des alliances électorales. Vous m'avez dit, il y a quelques minutes, qu'en 2006, vous vouliez construire cette stratégie de défense avec le Hezbollah. Plus le temps a passé, plus le Hezbollah a gagné de l'espace, au contraire, dans les institutions libanaises. Donc finalement, c'est un pari perdu. À quel moment on l'arrête, ce pari? C'est la faute des Libanais. Parce que là, il faut être très franc. Au niveau des armes, le Hezbollah, malheureusement, est plus fort que l'État libanais. Et en grande partie, c'est à cause de la politique des pays comme les États-Unis et d'autres qui ne fournissent pas à l'armée libanaise les armes nécessaires pour faire face à Israël. On vous donne un pistolet, mais pas un avion. Ouais. Mais ils ne vous le donnent pas parce que le Hezbollah est présent. Un autre point, c'est la responsabilité des Libanais qui tombent sur leurs épaules à instaurer un système politique équilibré. Personne ne nous oblige, nous, le courant patriotique libre, à dire oui à Hezbollah au sein du gouvernement. On n'a jamais fait ça. On fait face à plusieurs politiques adoptées de Hezbollah parce qu'on n'est pas convaincu à les suivre. Soit quelque chose qui concerne l'économie ou bien la corruption. Et un de nos problèmes majeurs avec le Hezbollah, c'est leur position toujours derrière Nabih Berri, dans tout ce qu'on appelle réforme. Donc, alors, personne n'oblige le Mustaqbal ou le courant patriotique libre, ou même les FL. Dites-moi, quand est-ce que les forces libanaises ont critiqué le Hezbollah à l'intérieur du gouvernement vis-à-vis de ses positions économiques ou bien financières ou tout ça? Rien. Toujours, c'est à nous de faire face à ces politiques qui nous obligent à dire oui ou à dire non. C'est notre indépendance politique qui nous dicte, pas les souhaits à l'extérieur. Là aussi, j'ai du mal à vous comprendre. Ah là, vous avez du mal à comprendre pour pas mal de choses. Parce que ce que je comprends de ce que vous me dites, c'est les réformes, on ne peut pas les faire, notamment à cause d'Amal, que le Hezbollah ne veut pas lâcher. Et d'un autre côté, l'État qu'on veut construire, l'une des choses qui fait qu'on ne peut pas le construire, c'est les armes du Hezbollah. Donc, c'est ni souveraineté, ni réforme. Non, et malgré ça... Non, j'ai pas dit ça du tout. Parce que même Saïd Hassan hier a dit que nous, on ne peut pas chercher une majorité des 2/3 et on ne peut pas avoir recours à nos armes pour imposer. Et là, ils font face à des élections qui empêchent les Libanais de notre région, là ou n'importe où, à voter contre le Hezbollah. Nous, on a fait une liste la fois passée contre le Hezbollah. Personne ne nous a interdit. C'est là où il y a une autre arme qui est beaucoup plus dangereuse, qui est celle de l'argent politique payé aux voteurs pour changer leur avis. Lequel est plus dangereux, tu penses, ou plus influent sur les électeurs? Lequel, l'argent ou l'arme qui est encaissée dans les dépôts? Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un du Hezbollah vous pointant son pistolet pour voter comme il veut? Vous savez que dans les régions chiites, au moment des élections, il y a des intimidations. Moi, je refuse ça. Et je vous ai dit, on a formé nos listes la fois passée. Alors, soyons francs et réalistes. Vous croyez que quelqu'un a la majorité au sein de la communauté chiite et qui est interdit par le Hezbollah à cause de ses armes? Ce n'est pas une question de majorité. Non, même n'importe quelle représentativité. Moi, j'ai déclaré à haute voix qu'on veut être le courant chiite, le troisième courant chiite. Ils ne vous ont pas laissé? C'est leur droit politique de nous dire non, on ne veut pas vous donner un ministre chiite. Moi, je suis contre cette politique. Je suis contre eux à ce qu'ils fassent ça. Moi, je ne crois pas que c'est sain d'avoir un duo dans une communauté ou une unilatéralité dans une autre. Et je considère que l'exemple chrétien est le meilleur dans ce pays où on a nos diversités et c'est quelque chose qui est sain et assez démocratique. Mais eux, ils le font quand le courant du Mustaqbal a imposé une majorité écrasante au sein de la communauté sunnite. Est-ce qu'il a utilisé ses armes? Non.
Quand Walid Joblat le fait au sein de la communauté druze, est-ce qu'il utilise ces armes? Pourquoi alors vous accusez le Hezbollah d'utiliser les... Walid Joblat a utilisé une autre arme, à mon avis, qui est assez dangereuse. Et le Mustaqbal a aussi utilisé une autre arme qui est plus dangereuse. Et maintenant, les AFL utilisent l'arme la plus dangereuse, c'est celle d'acheter les voix et la conscience des électeurs. On va parler maintenant de la double explosion au port de Beyrouth, le 4 août 2020, qui a fait plus de 200 morts. À votre avis, qu'est-ce qui a causé cette explosion? Moi, je ne peux pas donner d'avis. Moi, je peux tirer des conclusions d'une analyse. Parce que moi, je ne suis pas l'enquêteur. Et je ne suis pas apte à savoir la réalité. Moi, je peux simplement déduire que l'enquête se concentre sur une seule partie qui est la négligence, qui est importante. Et il faut bien rendre les gens coupables d'une certaine négligence ou d'une autre. Mais ce qui manque, à mes yeux, c'est la partie qui concerne l'acte. La cause de l'explosion. La cause de l'explosion. L'acte, est-ce que c'est un acte terroriste ou bien c'est un acte de coïncidence ou de négligence et tout ça? Ça, c'est en priorité. Et secondo, c'est la raison pour laquelle le nitrate a été amené au pays et qu'il a utilisé. Est-ce qu'il a été utilisé ou non? Et là, je ne vois pas que l'enquêteur vraiment donne assez de l'importance. C'est pour ça qu'on voit seulement l'enquête se concentrer sur les fonctionnaires de l'explosion où des gens sont injustement emprisonnés. On a quand même des éléments sur ces deux composantes du dossier. Le premier élément, suite aux images satellites fournies par les Français, il y a un rapport qui a fuité qui exclut la thèse d'une attaque aérienne. Tarek Bitar lui-même, a priori, l'exclut. Et sur le deuxième élément, il y a une enquête journalistique qui a été faite qui lie l'importation du nitrate d'ammonium à une société dirigée par 3 hommes d'affaires syro-russes proches du régime de Damas. Est-ce que vous considérez ces thèses? Est-ce que vous pensez que le régime de Damas peut être lié de près ou de loin à l'importation du nitrate d'ammonium à Beyrouth? Franchement, ce n'est pas à moi de faire ces conclusions. Pourquoi ne pas avoir une conclusion de cette enquête? Il va la rendre, non? Mais pourquoi il ne la rend pas? Attendre jusqu'à quand? Mais il faut passer l'affaire au tribunal pour pouvoir... Le tribunal même peut continuer son enquête. Alors là, théoriquement, il y a 2 parties qui peuvent amener le nitrate. Théoriquement, je dis. Soit le régime à Damas, soit l'opposition à Damas. Par contre, le régime à Damas a tout le littoral syrien et il a même l'armée russe qui vient. Pourquoi avoir besoin de passer par le port de Beyrouth? Oui, mais l'opposition à Damas... Sans dire que j'accuse l'opposition. Bon. Vous parlez de logique. Pourquoi parler d'une logique ou bien d'une analyse quand on peut parler de réalité, d'une enquête qui a tiré ses conclusions? On sait tous que le juge Bitar est arrivé à une conclusion. Pourquoi ne pas la publier? Ça, c'est l'acte le plus menaçant à la réalité, à la justice. C'est qu'on cache ou bien qu'on fait un ralentissement, soit exprès, soit non, d'une enquête qui doit terminer. Nous, on a payé le prix très cher au niveau des élections, au niveau de la perte politique qu'on a subie à cause de l'annulation des 6 députés à l'étranger. Pour ne pas changer d'avis et pour faire face à Nabih Berri, en ce qui concerne pas à ce qu'il soit condamné, ces ministres, d'une certaine négligence, mais à nous imposer une attitude politique et judiciaire quelconque. On a dit non pour une seule raison. Qui est de finir cette enquête. On ne voulait pas changer l'enquêteur et perdre plus de temps. On a dit, bon, on opte ça. Par contre, on pouvait passer au Parlement, à la commission qui concerne les ministres et les présidents et les députés. Mais on a dit, puisqu'on a cette piste, il faut la terminer. C'était notre seule raison
pour adopter ça. Et puis, là, on se trouve sans l'enquête qui est terminée et sans le verdict, et toujours des gens qui sont en prison. Et c'est ça ce qui est vraiment injuste. C'est de condamner les gens, les mettre sans une raison valable dans une prison, juste parce qu'on n'a pas terminé l'enquête et parce qu'on n'a pas à justifier au grand public qu'on a capté un grand poisson pour pouvoir relâcher un petit poisson. Beyrouth a été ravagée. Oui. Il y a plus de 200 morts. Oui. Est-ce que le juge Bitar a été... on l'a pas laissé justement travailler pendant des mois. Il a été bloqué par toutes les possibilités. Et ce qui est injuste, c'est le fait qu'il y ait quelques responsables qui soient en prison. Oui, et ce qui est injuste, qu'on n'a pas la vérité qui est déclarée. Mais est-ce que c'est ce qu'on cherche? Mais vous ne voulez pas tout faire pour qu'on ait On veut tout faire, mais c'est ce qu'on a fait. Et tout faire et l'appuyer. Mais j'ai dit qu'on a subi politiquement, on a payé cher, on est convaincu, parce qu'on ne voulait pas compromettre la vérité. C'est ce que je dis. Parce qu'il y a eu de 100 morts, parce que c'était l'explosion du siècle, parce qu'il y a des gens blessés, parce qu'il y a des gens qui ont le droit de savoir la vérité. On leur cache la vérité jusqu'à maintenant. On a tout fait pour ne pas arriver à cette réalité écrasante. Alors, il n'y a rien à défendre. Nous, on peut demander et aux juges, et à l'armée, et à la direction du port, et à n'importe qui est responsable de cette explosion, de se rendre à la justice et aux juges de terminer cette enquête. C'est tout ce que je dis. On va parler maintenant du dossier des frontières maritimes. Le président Michel Rand, qui est votre beau-père, a... Là, vous devez omettre cette... parce qu'il est en premier lieu le président, et moi je suis un politicien qui est le chef d'un parti, et le lien de parenté n'existe pas dans votre description. Alors, ne parlons pas du lien de parenté. Le président a longtemps mis en avant le fait que le Liban devait défendre ce qu'on appelle la ligne 29. La ligne 29, c'est une ligne qui octroie 1430 km² supplémentaires, en plus des 860 km² qui sont disputés entre les deux États, donc le Liban et Israël. Il a depuis reculé et il dit maintenant la ligne de négociation, c'est la ligne 23. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce recul? C'est pas ça. D'abord, le Liban a émis un document officiel suite à une loi et un décret gouvernemental, une lettre qui a été émise à l'ONU qui dit que la ligne du Liban, c'est le 23. C'est la faute des Libanais, soit c'est l'armée ou bien le ministère de Transport, qui ont adopté cette ligne. Il fallait peut-être avant proposer la ligne 29, chose qui a été proposée avant. C'est pas un secret caché. D'accord? Maintenant, ça c'est la position officielle du Liban. Le président Aoun a parlé de la ligne 29 comme étant une ligne de négociation. Et franchement, bien sûr, si on peut œuvrer à y arriver à la ligne 29, beaucoup mieux que la ligne 23. C'est encore la ligne de négociation aujourd'hui? Oui, c'est toujours la ligne de négociation. C'est la ligne 29? C'est la ligne 29. Mais c'est une ligne qui n'a pas été déposée jusqu'à maintenant aux Nations Unies, parce que jusqu'à maintenant, il y a des responsables et des partis libanais majeurs, et 2 des 3 présidents ne sont pas avec. Et je comprends leur position, parce que l'important, c'est quoi? C'est de faire des surenchères politiques ou bien de réaliser un accomplissement de ce dossier en faveur de l'État libanais et en faveur de nos ressources pétrolières et c'est plus facile d'accomplir, vous voulez dire, sur la ligne 23 que sur la ligne 29? Je veux dire que c'est plus logique. Et oui, parce que les Israéliens et les Américains ne veulent pas accepter n'importe quelle proposition qui est soumise par le côté libanais. Là, nous, on a accepté à ce qu'on a Karish du côté israélien où les Israéliens travaillent. On peut changer d'avis. C'est ce qui a été écrit dans le décret gouvernemental qui est sorti, où moi j'ai demandé même qu'on peut toujours changer notre avis, on peut le faire toujours. Si les Israéliens et les Américains ne veulent pas atteindre un accord qui est juste et qui est scientifique quelque part. Qu'est-ce qui serait juste aujourd'hui? Pas moins que 23.
Pas moins que 23. Et 23, y compris le champ Cana? Oui, maintenant, le champ Cana, il y a une partie de ce champ qui est du côté israélien. C'est pour ça. C'est là où il faut trouver, soit faire la ligne de sorte à inclure tout le champ Cana dans le côté libanais, soit à le garder, à faire un accord de partage. Vous êtes favorable à quelle option? Vous savez, les deux peuvent être accomplis. Bien sûr qu'on préfère avoir tout Cana. Mais là, les Israéliens et les Américains n'acceptent pas sans faire une compensation quelconque de l'autre côté, parce qu'on dépasse la ligne 23. Et le Hezbollah alors accepte les négociations, l'art des négociations, c'est de pouvoir atteindre un résultat qui est acceptable aux négociants et qui est juste aux négociants. Si quelqu'un comme Israël maintenant est en train de bien investir et bénéficier de ses ressources pétrolières, mais le Liban n'est pas dans ce cas. Nous, jusqu'à maintenant, on est de quelque sorte empêché à le faire. C'est clair qu'il y a une volonté internationale qui est plus forte que nous, qui impose même aux compagnies pétrolières de ne pas travailler dans notre domaine pétrolier tant que l'affaire n'est pas résolue. Si on peut imposer à le faire, ça ne se résout pas. Et on peut tirer notre pétrole. Moi, je n'ai pas de problème. Mais tant qu'on est dans une situation où on n'en profite pas, il faut passer à la situation où on peut en profiter sans perdre nos droits, pas de souveraineté, nos droits économiques. Et c'est là la grande différence. Et moi, là, je réclame, ou bien je demande à trouver une solution qui est juste pour le Liban et qui nous permet de travailler et d'en profiter de ces ressources. Dernière question, Gebran Bassil, à laquelle je vous demanderai de répondre juste par oui ou non. Ah là, vous ne pouvez pas m'imposer une paire. Je vous le dis dès maintenant. Essayez. Non, je n'essaye pas. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui... Trois lettres. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui président de la République au Liban lorsqu'on est sanctionné par la première puissance mondiale? Bien sûr qu'on peut l'être. Ça ne veut pas dire que je cherche à l'être. Vous avez raison. Mais ce n'est pas les États-Unis qui nous imposent notre président, juste parce qu'ils décident de sanctionner quelqu'un, soit au Liban, soit dans un autre pays. Et bon, ils ont commis une faute grave vis-à-vis le Liban et le courant patriotique libre. Et viendra le jour où on va prouver que c'était une grande faute. Merci beaucoup, Gebran Bassil. Merci à vous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.